Corinne Vercher-Chaptal. Bonjour Jean-Philippe. Corinne Vercher-Chaptal, vous êtes professeure de gestion à l'Université Paris-Nord, vous êtes chargée de mission recherche en sciences humaines et sociales du campus Condorcet, vous êtes présidente du RIOD, association scientifique de gestion importante qui prend pour objet la question du développement durable, notamment et des organisations. Co-auteur de TAPAS, There are Platforms as Alternatives, et ce que vous montrez dans ce rapport, financé par la DARES, c'est qu'il y a une variété de modèles économiques des plateformes. Quand on sort de ce grand maelstrom des GAFAM, là, qui nous font si peur, on dit il y a d'autres types de plateformes, ce sont les tapas, et en plus elles ont des modèles économiques et technologiques différents. Différents. Oui, tout à fait. Donc effectivement, nous on a voulu éclairer les plateformes alternatives qui proposent à côté des plateformes dominantes d'autres choses et voir concrètement quels étaient les modèles économiques et les modèles technologiques sur lesquels elles reposaient, du moins dans leur phase de démarrage. Alors sur le modèle économique, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle mobilise une pluralité de ressources. Ces ressources peuvent être marchandes, mais aussi non marchandes, non monétaires. Et de fait, ça permet d'avoir une variété de modèles économiques. Et c'est une des caractéristiques fortes de ces plateformes alternatives. Alors, il y a des modèles économiques assez classiques. Il peut y avoir des modèles économiques marchands, bien que dans ce cas-là, il s'agit de marchés régulés, je pense au marché public notamment. Il peut y avoir des modèles complètement hors marchand, je pense à Framasoft, qui ne vit que sur des campagnes de dons et qui, précisons-le, est la plateforme qui a la longévité la plus forte de notre échantillon et celle qui emploie le plus de salariés en ne reposant que sur des dons. Et puis, il y a le modèle qu'on a voulu éclairer, qui est le modèle hors marché, comme le qualifie Benjamin Correa, qui a participé à l'étude TAPAS. Et justement, ce principe, ce modèle hors marché, dans ce modèle-là, le principe, c'est que la validation de la valeur ne passe pas uniquement par le marché. Et il y a d'autres modes de validation de la valeur, comme le don et le contre-don, la réciprocité et la redistribution. Donc, on a des modèles hybrides, finalement, des modèles économiques hybrides, pluriels, on pourrait dire d'économie substantive, pour faire référence à Karl Polanyi, qu'on mobilise pas mal dans ce rapport-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu croire que de manière assez contre-intuitive, on voit que finalement, c'est pas dans les secteurs d'activité concernés, transport, livraison, ce n'est pas la forme dominante de la concurrence qui va dicter le modèle économique de la plateforme alternative. Au contraire, justement, c'est parce qu'elles font un décalage, c'est parce qu'elles proposent une offre de valeur décalée avec une forte composante environnementale et sociale qu'elles peuvent se démarquer de la concurrence. Tout l'enjeu, c'est grâce à cette proposition d'offre de valeur qui permet de s'extraire des logiques marchandes pour proposer des transitions solidaires, sociales et environnementales, eh bien, il faut qu'elles arrivent à fidéliser une communauté capable de valider la valeur proposée. Bien sûr, très intéressant ce concept en marché. Au plan technologique, alors, ce qui est intéressant aussi sur le versant technologique, c'est que les plateformes étudiées, elles intègrent dès leur conception un rapport différent aux technologies utilisées. Alors, elles pratiquent la réciprocité technologique grâce en utilisant des logiciels libres ou des licences à réciprocité, que je n'ai pas le temps. Elles ne vendent pas aux tiers. Elles n'utilisent pas les données, elles ne marchandisent pas les monnaies, elles ne les transfèrent pas à des tiers, ce qui veut dire que finalement, elles ont besoin de très peu d'informations sur leurs usagers pour arriver à fonctionner. Donc, de fait, structurellement, elles parviennent à appliquer des principes protecteurs du RGPD, comme par exemple le fait d'avoir très peu de prendre le moins de données possible, utiliser seulement les données nécessaires à l'efficacité du service poursuivi. Donc, elles sont éthiques by design, d'une certaine manière, dans les choix technologiques, qui les amènent d'ailleurs à des tendances qui peuvent paraître contradictoires avec le développement technologique, qui peuvent être notamment la dénumérisation, alors pour des plateformes et la low-tech, ça peut paraître contradictoire, mais en fait, c'est limiter au strict nécessaire l'usage numérique dans les processus d'action pour privilégier des intermédiations humaines aussi. Et cette fois, pas cachées, comme le digital labor, mais vraiment visible. L'éthique, quand l'éthique devient un avantage. Voilà. Absolument. Heureusement. Les perspectives, les questionnements couvrent votre étude. Alors, effectivement, le rapport, je vous invite à sa lecture, il a un accès libre sur HAL, c'est vrai, ouvre des pistes, et notamment, alors bien sûr, ces plateformes sont encore extrêmement fragiles sur leur modèle économique.
Et elles font figure de pionnières dans un environnement culturel, économique, qui leur est pas politique, qui leur est pas nécessairement favorable. Néanmoins, elles nous semblent être vraiment des prototypes aptes à ouvrir la voie de la transition écologique et sociale que les crises appellent. Et l'idée, c'est qu'il y a quand même besoin d'un tiers contributeur pour ces plateformes à partir du moment où elles ont une offre de valeur qui ne peut pas être validée que par le marché parce qu'elle a une dimension autre qu'une dimension marchande, une dimension solidaire, écologique, sociale. À ce moment-là, il faut trouver des tiers contributeurs et ce qu'on met un petit peu, le fil que l'on tire, c'est en quoi finalement les collectivités territoriales pourraient être ces tiers contributeurs et prendre leur part finalement dans les transitions écologiques et sociales via les marchés publics, via des redéfinitions de ce qu'est l'innovation, etc. L'idée qu'il y a derrière ce rapport, que peut soutenir ce rapport, c'est qu'au-delà d'une régulation contraignante macro qui est nécessaire, qui oblige les gros acteurs à rentrer dans le rang, il y a aussi des régulations plus habilitantes qui accompagnent, grâce à des dispositifs institutionnels adaptés et des financements adaptés, ces innovations porteuses de véritables disruptions finalement. Il faut soutenir ces innovations, ces alternatives aux grandes plateformes. Merci. Absolument. Merci Corinne. Merci.